Le nucléaire aujourd'hui est au centre de l'actualité. On parle de 100 000 recrutements d'ici 2033. On est dans un schéma industriel qui est en train de se transformer, des usines qui se transforment, et ça fait partie de nos enjeux. J'entends beaucoup de sociétés qui se plaignent de la jeunesse. L'âge, ça n'a jamais été un sujet. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans les écoles d'ingénieurs, même, finalement, il y a quand même très peu de femmes qui sortent. Les femmes, elles ont pleinement leur place dans ces promos-là. Il y a de l'emploi dans le nucléaire. Oui, tout à fait. Et la porte est ouverte à qui veut. Si on tente à aucun moment, en fait, c'est là où on est sûr de ne pas être pris. Alors, tu as le meilleur élément de ton équipe après 1 an qui t'avoue qu'il t'a menti sur son parcours. Comment tu réagis ? Bienvenue dans Vision Terrain, le podcast signé La Draft, où les voix des acteurs et actrices de l'industrie résonnent pour faire bouger les lignes. Louise, bonjour. Salut Alex. Salut. Première chose, je suis ravi de t'avoir dans cette première du podcast Vision Terrain, donc par La Draft. Et on voulait absolument que ce soit toi, la première invitée, parce qu'on a un bel historique ensemble, de près de 5 ans maintenant, on collabore ensemble. Et on s'est dit avec l'équipe que voilà, la première invitée, ce serait toi, parce que en fait, pour les gens qui nous regardent et qui vont nous écouter, parce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que en fait, La Draft s'est construit avec Framatome, et c'est grâce à tes actions et tes différentes recommandations qu'on s'est ouvert progressivement les portes des métiers techniques et de l'ingénierie chez Framatome. Donc voilà, pour nous, c'était tout naturel de t'avoir, et je sais que tu as un agenda super chargé, donc merci à toi de t'être éclipsé le temps de nous rejoindre pour ce podcast. Donc moi, ce que je te propose, c'est de passer à la présentation, et je vais même tenter un truc, c'est que je vais me mettre dans la peau de Louise, la RH passionnée, et j'ai préparé ces quelques phrases, donc ça sera à toi de me dire si j'ai bien fait mes devoirs ou pas. Donc, on va voir si tu me connais vraiment bien. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, et je rougis déjà. Il fait chaud. C'est parce qu'il fait chaud. C'est un plaisir d'être là, et puis on va voir si tu me connais bien. Du coup, à toi de jouer. Parce que sinon, on en rigolait, mais ma tête peut finir dans un générateur de vapeur si j'ai faux. Alors écoute, je commence. Donc, je suis RH dans le nucléaire. J'aime le terrain, mais pas juste pour y passer, mais pour le comprendre, l'accompagner, et surtout agir pour les gens, mais aussi pour le business. Car l'un ne va jamais sans l'autre. J'aime quand les choses sont claires, concrètes et humaines. J'avance avec les équipes, je prends le temps d'écouter, mais attention, je ne me laisse pas balader. Je suis une femme au caractère bien trempé, parfois impatiente, je l'avoue, mais le monde industriel me le rend si bien. Et aussi parce que je crois qu'on peut être exigeante et bienveillante à la fois. On me dit cash et mature, je dirais juste que je suis aligné avec moi-même et mes valeurs. Et le nucléaire bleu, blanc, rouge, j'y étais, j'y suis, et si j'y reste, c'est parce que j'y crois. Ma devise, c'est responsabilité, exemplarité et courage. Bonjour à tous, je suis Louise Triquet. C'est pas mal. Ça sent bien. Franchement, ouais. Est-ce que ça t'a plu ? C'est bien. Tu vois, j'ai fait mes devoirs. Ouais, alors du coup, est-ce que tu... Alors, bien sûr, j'ai pas fait quelque chose de complet, mais est-ce que tu peux, toi, saupoudrer d'informations complémentaires, que ce soit sur la partie pro et perso, pour que les gens qui nous écoutent et nous regardent en sachent un peu plus sur toi ? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai bientôt 30 ans. 30 ans le mois prochain. C'est un cap à franchir. C'est génial. Donc, je suis arrivée chez Framatome en 2017 dans le cadre d'une alternance. Okay. Et en fait, à l'époque, j'étais de formation juridique. J'ai fait vraiment tout mon cursus en licence classique de droit, puis derrière master droit du travail, etc. Okay. Et je ne savais pas bien ce que je voulais faire, en fait. Je n'arrivais pas vraiment à me projeter dans les métiers juridiques purs et durs. Et par contre, ce que j'ai très vu de vie, alors plutôt je l'ai vu en master, c'est quand même pas très vite quand on fait 5 ans d'études, c'est que les RH et la fonction juridique, c'était finalement assez proche. Okay. Et donc, je me suis dit, super, j'ai une formation de juriste, je vais essayer de la compléter avec plutôt une expérience terrain en alternance qui sera dans le domaine RH. D'accord. Donc le master en droit t'a ouvert les portes des RH. Exactement, Okay. Ouais, exactement. Okay.
Et donc, à l'époque, je cherchais plutôt une alternance en ressources humaines. Du coup, je suis originaire du Nord et j'ai eu la chance de rejoindre l'établissement de Gemont à l'époque, donc qui s'appelait Areva NP. En 2017 pour rejoindre l'équipe RH qui m'a formée pendant ma dernière année de master. Et finalement, c'est vrai que les ressources humaines, j'y ai vu un métier super passionnant, proche des gens, beaucoup plus que... Alors, c'est de la formation théorique, mais beaucoup plus que ce que je pouvais voir dans le domaine juridique. Et j'ai adoré le côté terrain, j'ai adoré le côté vraiment tout de suite maintenant. Du métier, quoi. Donc ça, c'était une bonne expérience et finalement, en faisant les deux, j'ai fini par rester en ressources humaines, même si je trouve que le socle juridique, c'est une super base parce que par la suite, on développe quand même toujours d'autres choses qui sont en lien avec ce métier-là. Et c'est super important aussi d'avoir une bonne base légale quand on est dans la gestion RH. J'ai eu l'opportunité de continuer à Gemont. Ma tutrice de l'époque était devenue maman, donc je suis restée un petit peu. Et puis après, le réseau a fait qu'il y a eu une opportunité à Saint-Marcel en Bourgogne. C'est vrai que Saint-Marcel, c'était un établissement qui brillait beaucoup dans Framato, mais c'est toujours le cas. C'est un des plus gros sites de France, d'ailleurs, il me semble. Oui, c'est l'un des plus gros sites de France, exactement. Donc c'est là où on fabrique générateurs de vapeur et cuves de réacteurs, notamment. Donc c'est une usine qui compte un peu plus de 1000 personnes et qui est très importante dans notre cycle de fabrication. Et un des plus gros employeurs de la Bourgogne-Franche-Comté. Exactement. Donc nouvelle région, donc je suis partie. C'était une belle opportunité sur une fonction vraiment pur recrutement, là, cette fois-ci. Pour moi, j'ai vraiment appris le recrutement. Alors, une partie dans le Nord, avec un bassin compliqué. Le bassin de l'emploi était quand même complexe. Et puis, une toute autre vision, finalement, en Bourgogne, en devant refaire tous ces repères. Parce que moi, je n'étais pas originaire de la région. Donc, les écoles, les contacts, je ne les avais pas. Et c'était super intéressant. Justement de pouvoir apporter un regard un peu neuf aussi sur tout ça. Donc, je suis restée 18 mois en recrutement classique. Donc, vraiment contact manager, contact terrain. Ce qui était super, c'était les recrutements d'opérateurs. Ça met dans le bain aussi et c'est très challengeant pour le coup. Et puis aussi avec cette proximité avec l'usine qui rendait tout très concret. Et ça, c'était top. Et puis ensuite, ma responsable est partie et on m'a proposé le poste de responsable recrutement pour l'ABU. Donc j'avais déjà travaillé pour l'usine de Gemont et puis connu celle de Saint-Marcel. Il me restait finalement à intégrer celle du Creusot que je ne connaissais pas à l'époque et une partie gestion de projet pour le coup un peu partout en France et dans le monde que je connaissais pas non plus. Donc nouveau challenge, mais comme on aime bien les challenges, on y va, on se pose pas trop de questions. Et c'était top. Et on a construit une équipe, on a construit un savoir-faire sur tous ces métiers-là. On a vraiment développé notre stratégie collectivement pour faire en sorte d'accompagner notre business et de faire en sorte qu'on trouve les bonnes personnes aux bons endroits, dans plein d'environnements très, très différents. C'est là où on a commencé à travailler ensemble. C'est ça. Mais oui, je me souviens. Donc, du coup, tu étais vraiment lead recrutement sur ces 3 sites-là. Oui. Parce qu'à l'époque, on s'appelait régulièrement. Tu étais toujours dans la voiture, quoi. Saint-Marcel, Gemont, etc. J'avais une partie perso aussi où j'allais pas mal dans le Nord à l'époque encore à ce moment-là. Et par contre, moi, j'ai toujours voulu aller sur le terrain pour parler aux gens. C'est ton truc. Mais je pense que ça s'est fait naturellement parce que moi, j'ai été formée dans une usine. À l'époque, il n'y avait pas trop de télétravail. Ça s'est beaucoup développé par la suite. Mais c'est vrai qu'il y a ce contact qui est un peu omniprésent et qui est important. Parce que tu parles d'une évidence quand tu as été sur le terrain. Pour toi, ça a été une évidence de travailler avec le terrain. Mais je veux dire, toi, auparavant, est-ce que dans ta famille, il y avait déjà des liens avec le monde technique, usine, etc. Ou c'est vraiment, tu as découvert et tu te dis, c'est mon truc, quoi. C'est mon terrain de jeu, quoi. En fait, j'avais des liens, mais je ne les ai pas utilisés à l'époque. Alors, ma maman, elle est RH. Donc, déjà, on était dans le bon secteur. Donc, RH par filiation, d'accord. Mais dans le secteur bancaire.
Donc un environnement très très différent. Et mon beau-père, par contre, travaille sur les centrales nucléaires pour un sous-traitant français. D'accord. Donc, il y avait ça. Mais en fait, au moment où je suis arrivée à Gemont en alternance, on n'en a même pas discuté. D'accord. C'était vraiment les missions qui ont fait que c'était super intéressant. Ouais. Et par contre, aujourd'hui, c'est un sujet de discussion. Oui, parce que mon conjoint aussi travaille dans le nucléaire. Donc, les repas de famille, potentiellement, on en parle un peu. D'accord. On en parle un peu. Mais c'est vrai que... Il y a aussi la fierté de travailler pour une entreprise française, pour un savoir-faire qui est exceptionnel. Qui est maison, et pour des usines qui ont une histoire incroyable aussi. Enfin, les usines de Gemont, du Creusot, c'est des usines très anciennes sur lesquelles on a vu en fait l'usine se développer au fur et à mesure des changements aussi qui ont accompagné la France. Et en fait, aujourd'hui, on revit ça encore aujourd'hui. On voit les usines, donc ces deux usines-là notamment, se transformer. Il y a celle de Saint-Marcel aussi qui se transforme en ce moment, même si elle est un peu plus récente. Et c'est quand même incroyable de pouvoir accompagner tous ces changements, toutes ces évolutions dans notre filière qui est en plein boom en fait aujourd'hui. Ah là, c'est clair que l'actualité est ultra propice. Alors moi, je me souviens de la première fois où on s'est parlé. Alors moi, j'étais parti avec un a priori avec mon associé. On me dit, tu vas parler à Louise Triquet, elle est responsable du recrutement sur Saint-Marcel et Gemont et le Creusot. On voit ton profil sur LinkedIn, on fait profil jeune, on ne sait pas à qui on aura affaire, etc. Et pour le coup, ultra bluffé, parce qu'on sentait que tu étais la gardienne de ces sites, quoi. On a vraiment senti une maturité, c'est vraiment ce qui nous a frappé. Et ensuite, ça nous a appris à travailler en collaboration. Et puis aujourd'hui, on est toujours en contact, ce qui est un vrai plaisir. Mais on a vraiment été frappé par ce côté terrain, passion du terrain. Ça transpirait chez toi. C'était vraiment indéniable. Et puis c'est vrai que les prochaines années, moi je commence à bien te connaître, mais les prochaines années, je te vois pas dans un environnement plan-plan. Je te vois vraiment sur le terrain, quoi. C'est là, je pense, où tu délivres ta plus grosse valeur ajoutée. Donc du coup, l'industrie. Donc tu nous as expliqué effectivement comment tu y es arrivé, mais aujourd'hui, pourquoi tu y restes en fait? Pourquoi tu y es encore? Parce que c'est super passionnant. En fait, dans le milieu RH, il y a plein de milieux qui vont être très différents, mais en termes de développement de ressources humaines, d'accompagnement des collaborateurs, on est quand même sur des profils qui vont être hyper variés, sur lesquels tu as vraiment tout à jouer. Et les profils, alors aujourd'hui, j'accompagne plutôt des profils dans la gestion de projet. On va être vraiment sur des évolutions de carrière, des plans de carrière qui vont être super intéressants. Et on a la chance d'avoir cette proximité en RH, d'être très proche du business. On est vraiment vus comme des business partners qui vont être importants dans la gestion de l'organisation, dans la transformation de nos différents chantiers et dans la supervision de la performance de toutes nos activités finalement. Donc tout ça, c'est des choses qui me font rester dans l'industrie, qui m'alimentent aussi parce que moi j'adore les challenges. Donc, j'ai eu la chance finalement d'évoluer aussi assez rapidement. Je n'ai pas fini mon parcours, mais aujourd'hui, je suis responsable RH, donc pour une entité plutôt de gestion de projet. Effectivement, je suis là depuis 2017. J'ai eu la chance d'occuper 3 postes différents, de changer d'environnement. C'est très riche aussi et je pense qu'on évolue bien dans ces structures-là. Donc ça, c'est vraiment des choses très challengeantes. Ces évolutions, tu les as eues, c'était à ta demande ou c'était tes managers qui avaient anticipé, qui te proposaient des projets évolutifs? Franchement, c'était mes managers. Ah ouais? D'accord. Moi, à aucun moment sur mes postes, je me suis ennuyée ou je me suis dit là, il faut que je change, je peux plus. Mais par contre, on a vraiment un management qui accompagne dans le développement justement des carrières et qui toujours 3 coups d'avance. Je pense beaucoup à ma chef quand je dis ça, parce que aussi la capacité à nous dire là, ce serait bien que tu changes, tu es bien dans ton poste, mais il va falloir quand même te re-challenger, te remettre en zone de difficulté. Et ça, c'est génial. Ça, c'est top. Du coup, le manager observe et anticipe tes envies au final.
Donc à chaque fois, l'évolution qui t'était proposée, ça tombait à point. Après, j'imagine qu'il y avait beaucoup d'échanges aussi. Donc je pense que tu faisais aussi part de ton quotidien, que tu leur expliquais que tu étais au milieu ou à la fin d'un cycle. Et du coup, tu étais écouté, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire les gens bougent beaucoup, mais quand tu es au sein d'un groupe comme ça, les perspectives, les passerelles, il faut savoir aussi que Framatome, il y a des passerelles dans les filiales et même dans la maison mère d'EDF. Donc, vous avez vraiment un pool de challenge qui vous est offert et auquel vous pouvez postuler. Donc, ça, c'est plutôt... complètement. Sympa, quoi. Et puis après, il y a l'évolution de poste, mais il y a aussi extension de responsabilité. Et je l'ai vraiment vu, par exemple, je prends l'exemple de mon poste responsable recrutement, qui est celui pour lequel j'ai fait un vrai cycle, je pense. Alors, tu y es resté combien de temps, ce poste? 3 ans. 3 ans. 3 ans. Ok. Donc quand je suis rentrée sur ce poste-là, et quand j'en suis sortie, c'était plus du tout le même métier, en fait. C'était plus du tout le même poste, plus la même structure. Déjà, j'ai commencé, j'étais quasiment toute seule. Et finalement, en sortant, on avait une équipe, une vraie animation transverse, on connaissait tous les sites, ce qui n'était pas forcément le cas au démarrage sur ce poste-là. Et nos pratiques de recrutement, elles ont vraiment évolué depuis, sur toute cette partie-là. Et c'est aussi, je trouve, super satisfaisant d'avoir cette possibilité dans un métier de pouvoir étendre ses responsabilités, étendre son influence, étendre sa visibilité. Et ça, c'est aussi le management qui le permet. Et il faut rappeler que tu étais hyper jeune à l'époque. Donc ces responsabilités-là, c'était un vrai challenge, quoi. Parce que tu avais quoi? Quand on s'est connus, tu avais 23, 24 ans peut-être? Sur le poste responsable recrutement, du coup, 26, 27. C'est ça, c'est ça. Donc c'est une vraie marque de confiance de ton management, du coup. Bon, puis t'as bâti quelque chose, puis on peut dire que t'es parti d'une feuille blanche. Mais ça, j'aime beaucoup chez Framatome, c'est qu'en fait, l'âge, ça n'a jamais été un sujet. Me concernant, en tout cas, l'âge ou le sexe, peu importe. On m'a toujours fait confiance de façon rapide, immédiate, je dirais. Et après, la confiance, ça s'acquiert et ça s'entretient. Et je pense qu'il faut, il faut démontrer aussi qu'on a des idées. Parfois, on tente et parfois, on se plante aussi. Ça ne marche pas forcément toujours, mais montrer qu'on a de la valeur ajoutée. Et ça, finalement, peu importe l'environnement dont on vient, son âge, son sexe, c'est tout à fait possible et il faut proposer. Et c'est possible dans tous les métiers, ça, je trouve, aujourd'hui. Et il faut se faire entendre, il faut le faire valoir. Bien sûr. Je pense qu'on a un management aujourd'hui qui est hyper bienveillant et qui est vraiment ouvert aux nouveautés, aux propositions. Donc, tous les ingrédients étaient réunis au final. Et puis ton cas, moi, je le trouve très intéressant parce qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup de sociétés qui se plaignent de la jeunesse, entre guillemets. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment... cette capacité à identifier justement des personnes à potentiel qui ont envie, et la jeunesse, ils ont ça. Je pense qu'il faut juste les identifier, parce que j'entends les sociétés qui me disent non, mais en fait je pense que c'est une faute de recrutement. Il faut détecter le potentiel en recrutement, poser les bonnes questions, les projeter, etc. Et puis mesurer leur motivation en retour, parce qu'une fois qu'on a présenté le contexte d'un poste, d'un environnement, c'est au candidat de revenir aussi en disant vous m'avez inspiré, le projet m'intéresse, je suis motivé, etc. Donc c'est là, je pense que ça se joue. C'est vraiment à l'identification du potentiel. Et puis tu en es le parfait exemple. Puisque... Moi, je pense qu'il y a aussi une question un peu d'éducation. Mais éducation au sens dans le poste quand tu rejoins une entreprise. Moi, dès mon alternance, on m'a appris à être opérationnel. On m'a demandé de la curiosité, on m'a demandé d'aller voir les gens. Et ça, je pense que ça façonne vraiment un peu l'état d'esprit de la personne. Le networking interne. Et c'est vraiment le rôle du management aussi, de faire ses feedbacks, d'alimenter, d'envoyer parfois la personne sur des sujets un peu sensibles, un peu difficiles, parce que tous les cas où moi j'ai pu me planter, ça a été des vrais sujets d'évolution aussi, sur lesquels on grandit. Et ça, c'est vraiment le rôle du management. Justement, le point d'exemplarité, de courage dont on pouvait parler tout à l'heure, c'est un point de ma responsable, typiquement.
Et en fait, elle a vraiment ce truc-là où elle fait confiance. Ouais. Et elle me dit, non mais en fait, tu vas, tu gères. S'il y a un problème, je suis là, on en parle. Mais la première personne qui doit proposer quelque chose, c'est toi. Ouais. Et c'est ça où il faut faire attention sur les jeunes, je trouve, c'est à trop les enfermer dans une case où ils décident de rien, où finalement ils ne font qu'exécuter. Je pense que là, on a un peu plus du mal à avoir des profils qui vont être capables de s'adapter à des environnements et à des personnes un peu différentes. Donc je trouve que c'est vraiment question d'éducation aussi, mais dans l'entreprise, quoi. Ouais, c'est clair. Non, t'as raison, il faut que ça parte de la confiance du management. Et à t'entendre, oui, ils sont... Enfin, Framatome comme EDF, j'ai entendu le même discours chez EDF, mais c'est de se former et de se développer par l'échec. Tu vois. Et c'est pas mal parce que c'est la transition vers ma prochaine question. Mais du coup, quel a été l'échec ou les échecs les plus marquants et justement à partir desquels tu en es sorti grandi, où tu t'es dit waouh, c'était vraiment une bourde, mais j'en suis sorti grandi, j'ai vraiment évolué, j'ai passé un palier. Tu vois. Est-ce que tu as des exemples qui te viennent à l'esprit ou pas? Alors, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance quand même. Je ne sais pas si j'ai vécu beaucoup d'échecs professionnels et je suis jeune. Mais je me souviens de présentations que j'avais à faire devant notre patron, Jean-Bernard Ville. C'était au début, c'était nouveau pour moi d'être exposé à du niveau top management. Tout ce qui pouvait être support de présentation, animation devant ces personnes-là. Au début... j'étais pas prête. Ouais. Et je me vois encore repasser des heures à revoir mes slides, à les remodifier, les renvoyer, les remodifier, les renvoyer. Puis à un moment donné, ma chef Vanessa elle me dit vas-y, envoie. Et puis ça n'a pas marché. Mon message n'était pas clair. Ouais. Donc ça s'est vu tout de suite. Et on se prend juste quelques remarques qui sont bienveillantes, mais tout à fait fondées. Mais parce que je n'avais pas la bonne perception de ce qui pouvait être attendu de moi. D'accord. Et une fois qu'on comprend ça et qu'on comprend aussi les différentes attentes en fonction du niveau de la personne en face, c'est tout de suite plus clair et finalement ça t'a pas miné pour autant, ça t'a su rebondir au final. Oui, non, mais c'est pour ça que c'était pas négatif du tout. C'était pas négatif, mais ça fait du bien aussi d'avoir du feedback comme ça d'autres personnes. Que son management, des gens qu'on voit pas tout le temps, avec qui on peut avoir à faire X ou Y présentation, sujet, parce que ça nourrit aussi énormément et on progresse comme ça. En tout cas, une belle chance d'avoir un management bienveillant. En tout cas, c'est ce que je retiens tout à fait. De ton environnement, quoi. Et alors aujourd'hui, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, donc le nucléaire aujourd'hui est au centre de l'actualité. On parle de 100 000 recrutements d'ici 2033. Le contrat stratégique de relance de la filière a été signé le 10 juin, je crois. Donc, l'activité du nucléaire bat son plein aujourd'hui. Donc, toi, quel est ton regard, ta vision sur les enjeux RH, recrutement, donc en cours et à venir? Comment tu vois les choses? Alors, on est déjà dedans depuis quelques années, quelque part, parce que là, Framatome, c'est un peu plus de 2000 recrutements dans le monde par an. Sachant que vous êtes aux États-Unis, exactement. En Chine, en Allemagne, je crois aussi. Exactement, en Angleterre, sur le projet Hinkley Point en ce moment. Et puis après, ça va être chez nos fournisseurs qu'on peut accompagner un peu partout dans le monde. On est déjà dans un développement qui est vraiment de la croissance pure, en fait, de nos effectifs. Donc, c'est un énorme enjeu RH sur lequel on travaille depuis quelques années. On va poursuivre, du coup, forcément, pour accompagner l'ensemble des projets sur les prochaines années. Ça, c'est un enjeu qui est primordial. Mais puis après, c'est toutes ces personnes-là, comment on les forme, comment on les développe, comment on les fidélise. Ça, c'est vraiment des sujets RH d'actualité chez Framatome, mais dans le groupe et dans la filière nucléaire en général, parce que tout le monde est concerné sur ces prochaines années. Mais ce qui est top, c'est qu'on vit quand même dans une ère là, du nucléaire. C'est incroyable ce qu'on vit. On a des contrats... avec la Grande-Bretagne, que ce soit Hinkley Point ou Sizewell C, on a la chance de pouvoir travailler à l'international. On a la possibilité d'avoir des EPR en France. On revit en fait ce qui s'est passé
il y a quelques années dans l'ère du nucléaire. On revoit nos façons de penser. On est dans un schéma industriel qui est en train de se transformer, des usines qui se transforment, et ça fait partie de nos enjeux aussi, parce qu'on doit accompagner tous ces changements d'organisation pour être plus efficace, plus efficient, et puis pour répondre à ce business fleurissant. Et c'est une vraie chance de pouvoir vivre ça, parce qu'il y a plein d'opportunités en fait. On peut faire beaucoup de choses, plein d'environnements différents. Je suis un bon exemple pour en avoir fait 3 usines différentes, et puis maintenant être plutôt côté gestion de projet en accompagnement de Sizewell. Mais les environnements, ils sont très très variés. Et ça, c'est vraiment une chance en ce moment dans l'ère du nucléaire et dans notre entreprise. D'y être, quoi. C'est clair. Et aujourd'hui, alors, je reprends le chiffre, on parle de 100 000 recrutements. Comment vous allez hiérarchiser la chose? Parce que j'imagine que vous allez prioriser les mobilités internes, vous allez continuer à chasser, à former, à féminiser. Donc aujourd'hui, comment ça se passe dans ton environnement aujourd'hui? Quels sujets ressortent déjà? Franchement, on est sur tous les fronts. Tous les fronts, ah ouais. Ok. Non, les équipes recrutement, elles sont bien occupées, mais on est vraiment partout. On est dans la stratégie avec les jeunes, avec tout notre réseau école, que ce soit en France ou à l'international, pour capter les meilleurs profils en alternance, les recruter derrière. Pareil avec les systèmes de stage. Donc ça, c'est un premier point. Le point sur la féminisation que tu mentionnais, il est super important pour nous aujourd'hui, et ça fait partie de nos engagements aussi. Donc on accompagne. On essaie aussi d'avoir de plus en plus de profils sur ces métiers-là. Donc, c'est souvent par le biais de la formation. Les métiers industriels, je vais penser au CQPM. Donc, là où on va former plutôt les fonctions opérateurs, le soudage, l'usinage, la chaudronnerie, le contrôle non destructif. Donc là, par exemple, on essaie d'avoir un peu plus de femmes dans ces promotions-là, parce qu'on part vraiment sur de la reconversion. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans les écoles d'ingénieurs, même, finalement, il y a quand même très peu de femmes qui sortent. Donc on est tous en concurrence. Et puis après, nous, on espère qu'ils aient un intérêt aussi pour le bleu, blanc, rouge, le Made in France, et puis aussi l'énergie décarbonée. Aujourd'hui, travailler pour le nucléaire, c'est avoir un impact. C'est un engagement. Et un engagement fort. Donc, les personnes qui y croient, elles vont s'éclater chez nous. Elles vont avoir de quoi faire. En parlant de féminisation, c'est vrai que moi, j'étais assez bleu. Alors, j'ai appris récemment que le responsable de l'école CND, c'était une femme. Il y a pas mal de responsables aussi de services soudage qui sont des femmes. Donc aujourd'hui, comment vous vous identifiez? Comment on identifie en fait les skills techniques, les prédispositions d'une femme avant qu'elle arrive à Framatome? Comment ça se passe? Parce que du coup, elle passe des tests comme... Tu parles pour les fonctions opérateurs, les fonctions opérateurs. C'est ça, tout à fait. En fait... Alors, on n'évalue pas vraiment une femme différemment d'un homme, tu vois. C'est des tests, quoi. C'est des tests. C'est des tests qui vont être techniques. Tu vas avoir de la logique, tu peux avoir de la trigonométrie, donc des choses vraiment des maths un peu basiques, quoi, en fait, pour ces métiers, mais qui vont être importants derrière sur le terrain. Et après, en fait, c'est à nous, employeurs aussi, d'adapter nos postes de travail. Aux personnes qui vont être amenées à l'occuper. Je sais qu'on a eu des chantiers, par exemple, sur des métiers type l'usinage, le soudage, sur des ports de charge, pour lesquels il a fallu qu'on adapte toutes ces choses-là. Et ça doit être fait, c'est normal. Et c'est ça qui fait aujourd'hui peut-être la différence sur... pourquoi les personnes viennent chez nous. Je me souviens d'avoir recruté une femme pour Saint-Marcel, une chaudronnière, et en fait, je la revois, mais... 3 mois après l'avoir embauchée. Et au début, je la reconnais pas, en fait. Physiquement? Physiquement, je la reconnais pas, tu vois. Alors que je l'ai rencontrée et tout, et je la remets pas, vraiment. Alors je me dis, waouh, mais soit tu recrutes trop de personnes et t'arrives plus à l'identifier, soit il y a un truc. Et je lui pose la question, je dis, mais qu'est-ce qui a changé chez toi? Je me souviens pas
t'avoir recruté je te reconnais pas. comme ça, quoi, je te reconnais pas. Et elle me dit, alors, en fait, elle avait un look qui était son look, quoi, tu vois. Ouais. Elle avait les cheveux bleus, des piercings. Et en fait, elle m'explique que pour elle, quand elle a été recrutée, elle s'est fait un peu un look très, très neutre Ok. parce qu'elle avait peur de d'être l'image jugée. que ça pouvait renvoyer. Donc, en fait, tous les piercings qu'elle avait, etc., elle a tout enlevé. Ok. Et là, donc, je la revois à l'atelier. Elle me dit, c'est bon, j'ai fini ma période d'essai. Je peux être comme je suis, Moi-même, mais ouais. c'est quand même fou de penser à faire ça dans le contexte aujourd'hui. Et au final, elle a fait ses preuves. Ouais. Et aujourd'hui, personne ne s'occupe de son look. Au final, non. Elle est validée et puis elle est Oui, acceptée exactement. par les équipes. Et puis Excellent. même, en fait, c'est l'apparence physique. Ouais. C'est pas un critère aujourd'hui dans le recrutement. Donc, moi, ça m'a juste fait bizarre en fait de pas reconnaître quelqu'un que j'avais embauché quelques mois avant. Et elle m'explique ça en me disant que dans d'autres entreprises, ça avait été un sujet. Ouais. Et c'est quand même un peu malheureux dans le contexte dans lequel on est. Elle occupait un métier critique. Donc, en fait, aujourd'hui, que tu aies des piercings ou pas sur tel emploi, si ça ne te pose pas de problème en termes de sécurité. Mais c'est marrant qu'elle ait eu cette conception de dire je vais être jugé par le look, quoi. Enfin, surtout pour des postes terrain au final. Donc, ça, c'est pas si gênant que ça. Et donc là, elle y est toujours. Ouais. Elle s'épanouit toujours. Alors, elle est à quel poste aujourd'hui, cette personne ? Pour moi, elle est en chaudronnerie. En chaudronnerie. C'est pas quelqu'un qu'on a pris pour vous, ça ? Je sais plus. Je sais plus. Je vais pas m'engager là, je sais plus. Maëlle. C'est pas Maëlle ? Non. Bon, c'est son prénom. Ok, écoute, c'est la féminisation. Parce que moi, c'est vraiment un sujet qui m'intéressait, c'est de dire comment vous identifiez ces femmes ou comment ces femmes viennent à vous, mais elles ont forcément des prédispositions manuelles ou techniques. Elles bricolent peut-être un peu chez elles ou des choses comme ça. Donc après, est-ce que vous êtes déjà tombé sur des profils féminins qui n'étaient pas manuels du tout, techniques du tout, mais qui voulaient rentrer dans le nucléaire ? Et est-ce que c'est ce genre de personnes qui n'ont aucune prédisposition, vous les avez déjà accompagnés ? Est-ce que tu es déjà tombé sur ce cas-là ? Ouais, alors on l'a eu, et j'ai envie de te dire, même pas que des femmes, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Je me souviens... bête ma question. Je me souviens à Gemont d'avoir embauché un boulanger pour occuper un poste d'usineur derrière. Ok. Et donc, on l'a accompagné, on l'a formé dans sa reconversion. C'était malheureux, sa boulangerie avait fermé. Ah oui, ok. Mais en fait, il avait envie de retravailler, il ne voyait pas d'autre issue. C'est des métiers qui sont quand même compliqués. Quand ta boulangerie ferme, tu es un peu embêté. Et l'industrie, ça l'a intéressé. D'accord. Ce qu'il faut, c'est avoir envie de faire de la technique, de la précision. Faut être rigoureux quand même dans nos activités parce qu'on a énormément de procédures, il y a beaucoup de choses à suivre. Mais après, en soi, c'est accessible à n'importe qui. J'ai un autre exemple sur Saint-Marcel. Je prends une femme cette fois-ci, vu que c'était ta demande. Oui. Alors, parce que ma question, effectivement, elle était un peu orientée, mais dans le sens où, effectivement, il y a plus d'hommes dans ces métiers-là. Il y a moins de femmes. Et aujourd'hui, la féminisation, je pense que le message est passé. Et il faut que les femmes arrivent dans cette industrie-là. On a besoin d'elles avec le nombre de recrutements qui est prévu. Mais c'est vrai qu'elles sont à la base moins manuelles. Mais moi, je connais des femmes qui sont bricoleuses, etc. Tu vois, donc, tu peux en avoir plus manuel que toi, tu sais. Moi, j'ai 2 mains gauches, et là, je l'avoue. En tout cas, c'est une bonne nouvelle de savoir que ça se féminise. Mais c'était savoir comment elles arrivaient à vous. Est-ce que vous faisiez de la présence sur des salons de l'emploi, des choses comme ça. Comment vous captiez les femmes, en fait ? Oui, ça en fait partie. En fait, quand on lance une promo de CQPM, on va faire énormément de pubs avant pour annoncer un peu les projets de recrutement. Et là, pour le coup, c'est recrutement et formation. Donc, il faut avoir aussi des gens motivés à s'intégrer dans une formation qui va durer plus d'1 an. 1 an, ok. C'est important et il faut que les gens puissent vraiment s'y engager et y avoir envie parce que sinon, on finit pas forcément l'année. On est vraiment en reconversion.
Souvent, on a un passé, hein, on a vécu d'autres choses aussi, donc on n'a pas forcément le même regard qu'un petit jeune sorti d'études qui aura envie d'aller dans cette voie-là. Donc, on va faire énormément de pubs. Ça passe beaucoup avec Pôle emploi aussi. Hein. Ok. Pôle emploi qui est notre partenaire sur les CQPM. Ouais. Et puis ils font des choses remarquables en ce moment pour le secteur. Ouais. Et donc, en fait, on va animer des sessions un peu d'information sur le métier, sur l'environnement, qui peuvent être... Alors, souvent, c'est un peu les deux. Et souvent, il y en a un peu à Pôle emploi, donc avec les demandeurs d'emploi du marché. Souvent, on fait une partie chez nous aussi, donc dans l'usine, peu importe laquelle il s'agit, pour pouvoir être un peu plus proche du terrain et puis permettre aux gens aussi de se rendre compte de l'intérêt du métier et de l'environnement aussi, parce que c'est vrai que c'est des portes qu'on ne pousse pas forcément très facilement et c'est normal. Mais du coup, quand on veut changer de métier, occuper un métier dans l'industrie, c'est quand même bien de se rendre compte de l'environnement dans lequel on va s'intégrer. Donc ça, nous, c'est vraiment un biais qui marche très bien. Et après, une deuxième partie qui marche pas mal, ça va être vraiment ce qui va être bouche à oreille. Parce qu'on a quand même un sentiment d'appartenance fort de l'ensemble de nos salariés. On n'a pas un turnover très élevé et on travaille pour la France, c'est ça, c'est ce que pour une énergie décarbonée. Donc, moi, la première, on est fiers en fait de travailler dans notre environnement. Donc, le bouche à oreille va bien marcher aussi. Dans le sens où on va avoir pas mal de salariés qui vont nous donner les CV de X ou Y personnes qui connaissent, qui voient bien sur tel métier. Parfois, c'est des histoires de famille aussi. Et donc, ça peut être quelque chose qui marche très bien. Et puis ça, nous, on l'a observé. On avait travaillé ensemble sur ces types de postes-là et on avait senti que quand le candidat se sentait considéré, il ouvrait les vannes, quoi. C'est-à-dire qu'il peut te dire ok, je suis intéressé à intégrer Framatome. Alors où on avait l'autre discours, je suis pas intéressé, mais comme l'échange s'est bien passé, je vais vous recommander des copains. Donc le côté bouche à oreille, je l'entends totalement, quoi. Et ça a l'air d'être très fréquent, quoi, dans ces populations. Et puis c'est vrai que franchement, les salariés qui occupent le poste, c'est les mieux placés pour nous dire qui est-ce qu'ils peuvent recommander demain. Surtout si c'est des bons en plus. Puis en plus sur quelque chose où c'est de la formation, où on va apprendre le métier. On parle beaucoup de valeurs, on va parler de collectif, on va parler d'état d'esprit, toutes ces choses-là. En fait, si demain, toi, tu te projettes à travailler avec cette personne-là parce que tu la connais, c'est déjà un bon point. C'est déjà un bon point, franchement. C'est clair. Donc, ça, c'est des points importants. Puis après, tout le travail avec les écoles en local aussi, ça va aider. Et le CQPM, derrière, ça permet de façonner un peu à nos méthodes qui peuvent être particulières. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est super intéressant, qui existe sur l'ensemble des usines aujourd'hui, et pour lesquelles les femmes, elles ont pleinement leur place dans ces promos-là, à condition qu'elles en aient vraiment l'envie, parce que c'est avant tout un projet professionnel et personnel. Il n'y a pas de frein là-dessus. Les évaluations, elles sont les mêmes que les hommes, pour le coup. Et on a des personnes qui sont en reconversion totale. Enfin, j'ai en tête aussi là, la situation d'une femme, elle était coiffeuse avant. De coiffeuse à soudeuse. Ok. Énorme. Il y a quand même... il y a une question un peu de dextérité, etc. Mais c'est des métiers qui sont et ça a pris. Aujourd'hui, elle est soudeuse chez vous. Elle est toujours à Saint-Marcel aujourd'hui. Donc c'est des sacrés pas à franchir. Faut oser aussi. C'est beaucoup de courage de la part de ces personnes. En tout cas, il faut le dire, il y a de l'emploi dans le nucléaire. Tout à fait. Et la porte est ouverte à qui veut, au final. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Donc toi, aujourd'hui, tu continues à te projeter dans le nucléaire. Moi, je sais pas, moi, peut-être parce que c'est biaisé, mais moi, je te connais, mais je te vois pas ailleurs pour l'instant. Je me suis dit, c'est tellement son terrain de jeu, je l'ai connu là-bas, donc je me dis, est-ce que... Bon, bien sûr, l'expertise peut être transposable dans une autre industrie lourde, mais on sent cette fierté bleu-blanc-rouge, on sent cet accompagnement. Je me souviens d'un échange qu'on avait eu ensemble, je crois que c'était en 2023, quand Saint-Marcel avait commencé à livrer la première cuve de réacteurs pour l'Angleterre. Tu m'avais dit, c'était un
un instant hyper solennel, tout le monde était autour du chouette. produit, etc. Donc il y a une vraie fierté, quoi, tu vois, d'avoir produit maison, produit bleu, blanc, rouge, et de voir le produit fini partir comme ça, parce que du coup il a été transporté. Il a été expédié directement sur le site Hinkley Point. Et tu vois, ce qui est trop cool dans mon job aujourd'hui, alors je ne suis pas sur le site, j'ai une collègue qui y est, mais en travaillant pour le programme, maintenant je vois tous les composants qui arrivent un peu progressivement sur la centrale, et on voit vraiment la centrale qui se construit. En fait, là où je voyais déjà dans les usines quelque chose d'incroyable sur la construction d'un GV, d'un GMPP, commande de grappes, de cuves de réacteurs. Aujourd'hui, il y a une dimension qui est encore plus grande avec celle de la construction du chantier. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup d'actualités. Alors, Hinkley Point communique très, très largement sur l'ensemble des choses. Mais quand on voit le dôme se fermer sur le cœur de la centrale, c'est magnifique. C'est incroyable, franchement. C'est incroyable. Ouais. Donc moi, je me vois pas ailleurs. Tu te vois pas ailleurs. Non, je me vois pas ailleurs pour le moment. En tout cas, les challenges qu'on a, ils sont super intéressants, ils sont super stimulants. Et comme tu disais, ton cas est un exemple, c'est-à-dire que tu as eu des responsabilités très tôt, à un jeune âge. Donc quelque part, on sent une reconnaissance que tu as envers le groupe, carrément, qui t'a construit. Et tu construis maintenant pour le groupe, et puis maintenant tu vas encore plus loin, quoi. Donc pour moi c'est une vraie leçon. Il faut rendre ce qu'on nous donne, en fait. Ouais, c'est ça. Mais du coup c'est le fait de donner. Et souvent c'est des sujets que j'ai avec nos clients, c'est de dire bon voilà, si le marché est en tension ou pénurique, prenez le temps, prenez les gens, formez-les, et derrière vous gagnez 3, 4, 5 ans de fidélisation. C'est des gens qui vont rester chez vous parce que vous avez parié sur eux. Tu vois, donc c'est ça que je trouve vraiment magique. Et tout à l'heure, tu évoquais les écoles externes, les partenariats que vous avez. Mais il y a quelque chose qui est remarquable aussi, c'est les écoles internes que vous avez. Parce que vous avez des écoles de soudage, d'usinage, de CND. Donc ça contribue aussi à la fidélisation. Donc, et je trouve qu'on n'en parle pas assez de ça. Et c'est vraiment aussi... alors, il y a la formation, puis il y a le développement un peu continu des compétences. Ouais, en plus, vous les suivez et ils sont toujours à jour, au final. Ouais. Et puis, ils se développent de plus en plus. Enfin, je prends l'exemple de Saint-Marcel sur le soudage. Il y a plus d'une centaine de qualifications de soudage. Antoine me dirait « Oh, t'as pas retenu le nombre. Désolé. » Mais il y en a beaucoup. Et en fait, quand on entre, qu'on fait un CQPM, on va passer les 3 premières. Mais tout au long de sa vie, ça va se développer. On va aller sur des choses... toujours plus technique. Et tout ça, on l'acquiert par le biais de la formation. Et c'est les anciens soudeurs qui transmettent aux nouveaux, qui transmettent à ceux qui sont dans nos murs, en fait, pour permettre de développer différentes compétences. Donc ça, c'est super important. Et c'est en fait, l'école, ça ne s'arrête jamais. Il y a tout ce qui se passe dans l'entreprise après. Et nous, Framatome, on investit beaucoup là-dessus, mais... Il y a aussi des écoles de design, d'ingénierie dans d'autres business units qui développent tout ça. Et il y a plein d'entreprises qui font ça en fait aujourd'hui. Mais c'est important, c'est vraiment, ça s'arrête jamais en fait. C'est l'héritage technique. Et vous, à travers ces écoles-là, il y a du mentoring, donc vous gardez cette connaissance. Vous transmettez, et puis après ça se suit. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des chiffres qui peuvent paraître inquiétants, où on dit 70% des techniciens seront à la retraite dans quelques années. Il faut absolument que cette connaissance technique, cet héritage soit appris et transmissible, quoi, tu vois. Donc ce challenge-là, j'ai pas l'impression que ça soit un souci chez vous. J'ai l'impression que vous repérez bien les mentors, les personnes qui vont participer à l'école et qui vont transmettre aux jeunes et aux gens en reconversion. C'est ça l'idée. On a tout un programme de knowledge management au sein de Framatome qui existe vraiment dans toutes les structures, sur lequel en fait on va identifier les sachants pour permettre de transmettre. Donc ça, on le fait finalement assez tôt parce que la connaissance technique, elle est super importante et c'est important de transmettre. Donc et ces gens-là, c'est vraiment organisé. Et c'est des gens qui ont à partir d'un certain âge, ou c'est juste vous avez identifié que l'envie de la personne de transmettre, et c'est à tout âge au final? En fait, il n'y a pas que départ à la retraite, ça peut aussi être des personnes qui vont changer de poste. Des gens qui vont peut-être nous quitter aussi, sur lesquels, en fait, avant de partir, y a toute une période où on transmet.
Alors, pas forcément à la personne directement, mais on va transmettre à quelqu'un qu'on aura identifié en interne pour rien perdre, en fait. Parce que c'est des connaissances qu'on acquiert et c'est top, mais quelque part, on les a obtenues de quelqu'un avant. Donc avant un départ, vous choisissez quelqu'un qui reçoit la connaissance et qui assure la transmission. C'est ça, exactement. Donc vraiment, toutes les sorties, elles vont être flaguées, en tout cas pour les métiers qui vont être clés et importants. Et on va organiser ça pour rien perdre, parce que la connaissance, on l'a obtenue de quelqu'un avant, faut la rendre en fait. Quelque part, c'est important aussi pour l'entreprise. Ouais, ok. Bon, en tout cas, moi, de ce que j'observe, pour avoir travaillé avec vous depuis plusieurs années, Framatome, il y a une belle aura, qu'on approche les personnes de différentes industries, etc. Le nucléaire, ça parle aux gens aujourd'hui. C'est une industrie qui est normée, régulée, complexe. Il y a de la variété en termes de technique. Donc moi, je n'ai pas trop d'inquiétude. Maintenant, effectivement, on annonce 100 000 recrutements, donc il va falloir les faire. Il va falloir aller utiliser les différents canaux, l'autre canal dont tu me parles aussi tout à l'heure. Donc, il faut faire feu de tout bois. Et le nucléaire, en tout cas, le message, il faut le passer. Il y a du boulot. Donc, les gens qui en ont envie, surtout, n'hésitez pas. C'est le moment. Ok, alors je te propose de passer à une petite rubrique. Alors, ça s'appelle une rencontre, un déclic. Donc, je vais te projeter dans des petits scénarios. Okay. Tu es au boulot, tu sors de ton bureau pour prendre l'air et tu aperçois un jeune, CV à la main, il est en bas de l'immeuble et tu vois qu'au dernier moment, il rebrousse chemin. Tu l'interpelles, qu'est-ce que tu lui dirais ? Oui, mais je vais le voir. S'il a un CV à la main, je vais le voir. Ouais. Ah oui. Non, mais ça, en plus, s'il a un CV à la main, c'est un signal. C'est un signal. S'il est là, il part, il a rien, ok, mais un CV. Mais s'il rebrousse chemin, il hésite, tu vois. Donc, toi, comment est-ce que tu essayes de, quelque part, l'informer, le retourner ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Mais je pense qu'il faut montrer qu'en fait, c'est accessible. Ouais. Aujourd'hui, que ce soit dans les salons, les forums, peu importe. On est simple dans notre façon de penser. Okay. Et c'est un peu un biais qu'on peut avoir sur le recrutement en disant sur le nucléaire, en se disant c'est hyper complexe, je vais jamais y arriver. En fait, des écoles ou des entreprises qui forment au nucléaire, il n'y en a pas tant que ça. Donc, en fait, on apprend tous sur cet environnement. Et il ne faut vraiment pas hésiter parce que peu importe le secteur d'activité dont on vient, il y a plein de choses qui sont transposables dans notre métier. Et si on en a envie, faut y aller. Donc, je pense que j'irai hyper simplement le voir. Disant mince, t'as un CV, pourquoi tu pars quoi, en fait, aussi pour comprendre pourquoi il part, tu vois, parce que c'est quoi, il nous manque une boîte à CV là pour recevoir le CV. J'ai pas eu la boîte. Il faut qu'on reste à l'entrée ou je sais pas. Le gardien m'a fait peur. Mauvaise approche, je ne sais pas. Voilà. Et si c'est le cas, tu vois, on va se questionner pour le coup. Mais on va essayer de comprendre aussi ce qui l'effraie quelque part. Le rassurer du coup. Et puis après, faut tenter en fait. Faut tenter. Alors je dis pas qu'on va recruter tout le monde, mais si on tente à aucun moment, en fait, c'est là où on est sûr de pas être pris. Ouais, c'est ça. Forcément. De toute façon, le regret, c'est toujours de pas avoir essayé en tout cas. Donc, ok. Mais ça, je le ferai. Je peux te donner une anecdote que j'ai pu faire. La période au début, quand je suis arrivée en Bourgogne, j'avais pas tout à fait déménagé. Donc le week-end, je rentrais dans ma famille dans le Nord. Et en fait, je faisais beaucoup de blablacar à l'époque parce que moi, j'avais 6 heures de route tous les week-ends pour rentrer chez moi. Et une fois, je vois un gars, donc il met ses affaires dans ma voiture. Il a quoi à la main ? Il a une cagoule de soudage, le mec. Excellent. Donc là, en fait, je te dépose à Chalon-sur-Saône. T'as une cagoule de soudage dans la main, t'es avec moi pendant 6 heures. C'est un signe, ça. Je peux te dire que... Il est chez vous, là. J'ai tout donné. Non, ça n'a pas marché. Ah, ça n'a pas marché. T'as tout donné. Voilà. Bon. Mais il suffit pas d'avoir un CV. Parfois, juste, voilà. Là, la cagoule de soudage, moi, ça a tout de suite allumé quelque chose. Excellent. Et je me suis dit qu'il fallait tenter. Mais bon... Excellente anecdote. Peut-être qu'il a maintenant envie de nous rejoindre et c'est toujours possible. Voilà, écoute, s'il nous voit, s'il nous entend. Ok, bon, super. Alors du coup, j'ai aussi un autre cas de figure. Donc cette fois, c'est une jeune femme qui te dit que le nucléaire, elle en a envie, mais qu'elle n'est pas sûre d'avoir sa place. Et toi qui l'as prise, cette place dans le nucléaire, toi, qu'est-ce que tu lui dirais ? Qu'est-ce que tu lui conseillerais ?
En fait, je suis toujours un petit peu dubitative sur ce point-là, parce que j'arrive pas à comprendre qu'on peut penser ne pas avoir sa place. Ouais. Parce que c'est vrai que... Alors moi, je suis arrivée très tôt dans ce secteur-là, par le biais de l'alternance, et la place, je l'ai un peu trouvée facilement, tout de suite, très naïvement. Voilà, parce que j'étais aussi... très bien entourée. Ouais. Et en fait, c'est difficile pour moi de percevoir, tu vois, ce point-là, parce que moi, j'ai trouvé ça... tu y es arrivé naturellement, il n'y avait pas eu d'obstacle. Ouais, voilà. Mais par contre, voilà, je peux comprendre qu'on peut avoir ce point-là. Après, ça dépend de l'environnement dans lequel on veut s'intégrer aussi, parce que là, on parle beaucoup des usines, mais... l'environnement, gestion de projet, etc., c'est extrêmement féminin. L'environnement de l'ingénierie, la même chose. La supply chain, c'est assez féminin. Donc, sa place, elle peut se faire, en tout cas, hyper naturellement. Et après, c'est vrai qu'on a un environnement qui est très bienveillant. On a une tolérance zéro sur les sujets de sexisme, par exemple, de harcèlement. Donc, aujourd'hui, toute situation va être traitée, va être remontée. Et va être prévenu aussi, parce que notre rôle, c'est d'armer les managers sur l'ensemble de ces situations qui sont des situations complexes, pour le coup. Et pour ça, il faut être formé. Donc, tous nos managers aujourd'hui, ils sont armés en termes de formation sur tous ces signaux-là. Donc, d'accord. Voilà, en tout cas, en termes de prévention, on a vraiment fait le maximum pour que ça fonctionne. Et pareil, sur l'accueil des femmes en usine, il y a quelques années encore, toutes les usines n'avaient pas de vestiaire pour les femmes. Aujourd'hui, c'est complètement différent, et on fait en sorte que toutes puissent trouver leur place. Et puis, on en a... aux opérations, alors je crois que c'est une chaudronnière qui est super à Saint-Marcel, dont je me souviens, j'ai un manager qui m'a dit mais non, mais elle, incroyable quoi. J'ai jamais vu un meulage aussi fin. Celle-là, c'est nous qui l'avons recrutée. Celle-là, c'est vous. Je suis sûr. Parce que cette phrase-là, ça me rappelle quelque chose. Ça me parle. Le meulage, le responsable qui a été bluffé, ça me parle. Elle vient de Bretagne. Et oui. Voilà, donc c'est elle. Ok. Mais, et on a la même chose sur plein d'autres métiers. Super. Et c'est super, parce qu'en fait, c'est pas une question de sexe, c'est une section de compétences et de savoir-faire. Et voilà, c'est vraiment ce que je dirais à cette personne-là, parce qu'aujourd'hui, l'environnement, il est hyper sain, en fait. Ouais, c'est ça. Bon, mesdames, si vous nous écoutez, environnement très propice, donc chez Framatome. Ok, parfait. Alors, j'ai une autre série de questions. Alors, moi, c'est une petite rubrique qui s'appelle « Et si ça t'arrivait à toi ?» Alors, tu as le meilleur élément de ton équipe après 1 an qui t'avoue qu'il t'a menti sur son parcours. CV, diplôme, la totale, mais c'est le meilleur élément de ton équipe. Comment tu réagis ? C'est dur, Il y a un peu rupture de confiance quand même, tu vois. Ouais. Mais c'est ton meilleur élément. Mais il te dit au final, il te fait comprendre quelque part, il a dû mentir pour avoir le poste, et il te l'apprend. Après, si c'est le meilleur élément... tu le vois d'un autre œil, au final. Bien joué, mais par contre, il ne faut plus mentir, quoi. Ouais. Non, mais c'est vraiment le mensonge qui me dérange, en fait. C'est ça qui me dérange, ouais, c'est le mensonge qui me dérange, parce que, du coup... Mais il faut t'avouer... À moitié pardonné. Bon, à moitié je t'en veux. C'est pas rien quand même. Ouais. C'est ça. C'est pas rien. Du coup, super capacité d'adaptation, par contre. Ouais. Si la personne ne connaissait pas du tout l'environnement, le métier, etc. Mais moi, c'est vraiment le mensonge qui me dérange quand même, parce que ça fait vraiment partie de nos valeurs aussi, un peu socle de la sûreté, tu vois, pour nous, où on doit être intègre et honnête. Et du coup, le mensonge... c'est un truc que toi, tu t'encaisses pas. Ça me heurte dans mes valeurs, là, pour le coup, tu vois. Ok. Et je veux dire, il fait un pas vers toi, il vient te le dire quand même, donc c'est déjà qu'il y a un respect par rapport à ça, N+1, donc il prend quand même, tu vois, l'initiative d'aller te voir en disant voilà, j'aime bien Louis, je bosse avec elle, mais bon, je vais lui dire parce que je peux pas. Mais il a mis 1 an à me le dire. Voilà. 1 an. Alors,
Moi, je le défends en disant qu'il a mis 1 an à faire ses preuves. Et après, il te l'a dit. Mais ouais, en tout cas, toi, ça peut être rupture de moi, confiance. c'est le côté mensonge je comprends. qui, franchement, ça me dérange. Il peut être comprends. super, mais en Mais fait... ne me mens pas. Bah non, parce que du coup, je vais psychoter sur tout, moi. Excellent. Et donc, du coup, next step, si plus tard, il est en process avec une autre boîte et il te cite comme référente, tu le balances ou pas? Franchement, non, je balancerai pas. Ouais. Parce que je lui aurais dit ce que je pense du mensonge, tu Ok. vois. Donc, il saura clairement que je cautionne pas. Tu feras une prise de ref, mais sur ce qu'il sait faire, quoi. Voilà. Vraiment factuel. Je ne parlerai pas du sujet du Ok. mensonge, machin. Je serai factuel sur c'est un super élément, pas de problème. Mais pour moi, s'il n'a pas appris et compris Oui. que ce qu'il a fait, c'était pas bien, Ouais. c'est peut-être qu'il veut pas l'entendre. Ok. Il fera peut-être bien de changer d'entreprise, du coup, s'il Ouais. me note dans ses références. Mais c'est son choix, quoi, après. Ouais, je C'est sa comprends. décision. Je surveille Donc, le temps. moi, si j'ai bien travaillé avec lui, pas de souci. Mais Ok. je... Mais en tout cas, le mensonge à éviter avec toi. Bah ouais. Après, s'il repostule chez Framatome ou chez des collègues, par contre... Ouais, tu les tiendras. J'en parlerai peut-être. Ouais, là, tu les tu tiendras vois, informés. parce que, Ok. solidarité filière oblige. Ok. Très bien. Bon, je sais ce qu'il faut pas faire avec toi maintenant. Donc, je suis. La patience et le mensonge. Voilà, 2 choses. Sinon, je finis en atome. Donc, ok. Eh ben, écoute, je te propose de finir avec un petit quiz terrain. Je te donne 2 choix. Donc, tu réponds spontanément. Donc, des sujets RH, recrutement. Poste pourvu vite ou poste pourvu bien? Poste pourvu bien. Ok. Profil atypique ou profil qui coche les cases? Profil qui coche les cases. Ok. Pas trop dans l'atypique. Parce Ça que me dérange pas, mais si j'ai les deux, Ouais. je sais qu'il y en aura peut-être un qui sera plus facilement adapté. Je me dis que dans l'atypique que tu mentionnes, il lui manque peut-être des choses. Ouais. Donc l'atypique, ou un parcours un peu pas classique. pas classique, Mm. tu vois, mais quelqu'un qui a envie, enfin, tu parlais de boulanger, de coiffeur, etc. C'est très atypique pour le coup. Ouais. Mm. Donc ça dépend le contexte au final. Ouais, ça dépend le C'est contexte, ça situationnel. dépend de la motivation de la personne, de son engagement. Les deux peuvent marcher, mais pour moi, le profil qui coche les cases, il peut avoir aussi beaucoup de motivation. Surtout dans un environnement technique, ingénieur, c'est peut-être aussi plus safe. On cherche quand même des compétences assez pointues. Ouais. Il y a un niveau d'exigence qui est quand même élevé. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses sur lesquelles on peut difficilement faire l'impasse. Ok. Mais profil atypique, pas de problème. Voilà, D'accord. faut avoir l'envie et la motivation ça marche. de s'investir. Ok. CV anonyme ou pas? J'en ai jamais eu des CV anonymes. Ouais. Vraiment, j'en ai pas eu. Est-ce que vous avez déjà recruté sans CV ou... Bah oui. Ouais. Oui. Le bilan franchement, ça fait longtemps Ouais. qu'on recrute sans CV quelque part. Ouais. Surtout sur les postes terrain, c'est ce que tu disais. Ouais, non sur les postes terrain. Moi, je me souviens être en entretien avec. Alors, j'avais le CV, mais voilà, faut forcément qu'on reçoive la personne sur une première place. Oui. Mais je vois des personnes devant moi, là, comme ça, tu vois, face to face, vraiment se décomposer, être hyper mal à l'aise, en fait. Ah ouais, d'accord. Mais parce que y a des gens qui ont de l'expérience, qui ont fait beaucoup d'entretiens. Oui. C'est un contexte qui est pas simple pour eux. Ouais. Et en fait, moi, j'ai toujours eu envie quand même de leur donner leur chance. Ouais. Parce que je trouvais que quelque part, c'est pas adapté pour tous. Et là, ils sont pas au max de leur chance pour pouvoir démontrer un peu ce donc qu'ils tu ont. fais preuve d'empathie, tu les mets à l'aise quand même. C'est vrai que l'exercice d'entretien, c'est pas ce qu'ils font tous les jours non plus. C'est pas simple pour des opérateurs. Et du coup, alors avec certains profils, carrément, ce qu'on faisait, c'est que en fait, on laissait le CV là et on allait à l'atelier. Super. Et en fait, on discutait du parcours avec la personne dans l'atelier en faisant un peu c'est plus parlant, la visite. Et franchement, le nombre de personnes qui s'ouvrent, qui est beaucoup plus devant à la l'aise machine, devant machine, dans un environnement qui est le sien, c'est incroyable. Ouais. C'est et ça incroyable. détend et ça désinhibe. Et puis c'est ça qu'on cherche. Enfin, c'est des gens qui vont être bien sur le terrain, alors que tu sois pas à l'aise sur une table en face de moi.
peu importe. Si tu arrives à me parler après dans l'atelier, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que c'est ça aussi notre rôle en recrutement, c'est aussi de s'adapter à la personne qu'on a en face de soi. Ouais. C'est sûr qu'on ne va pas recruter un profil de direction comme un opérateur. Exactement. Mais par contre, ces profils techniques-là, il faut qu'on soit capable, nous, de nous adapter à l'environnement. Et c'est ça qui marche bien aujourd'hui dans le recrutement chez Fra. C'est que les recruteurs, ils sont hyper intéressés par la technique. Ils vont de plus en plus vivre des journées un peu d'immersion, tester les métiers, pour vraiment comprendre l'environnement, parce qu'on a besoin de le comprendre pour bien recruter. Bien sûr. Et on a besoin de le comprendre aussi pour être légitime, quelque part, sûr. dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Donc le recrutement sans CV, franchement, ça pose pas problème. Pas de souci. Ok. Onboarding express ou accompagnement long? C'est plutôt comment? Accompagnement long. Ouais. Terrain oblige. Non, oui, c'est quand même long. Enfin, aujourd'hui, la durée de formation sur un poste, elle est au moins supérieure à 6 mois. C'est le minimum. Et on dirait que pour des postes techniques, c'est 1 an minimum. Donc, en fait, donc c'est intrinsèque dans vos process, quoi. La durée, quoi. Ouais, c'est long. Et puis, après, il y a le développement par la suite qui se fait tout au long de la carrière. La partie administrative, etc., elle est beaucoup plus rapide, mais ça, c'est pas là où on va vraiment avoir de la valeur ajoutée dans le processus de formation. Mais non, c'est plutôt long. Ok. Faut être un peu patient. Ouais, ça marche. En conflit, lors d'un conflit, on temporise ou on tranche? On tranche. C'était spontané. Voilà. Vous connaissez Louise maintenant. Non, mais ça, on me le reprocherait, tu vois. On dirait, non, mais tu vas trop vite, prends le temps, réponds pas à chaud. Ouais, mais te connaissant, ça, il faut que ça soit réglé. Voilà, mais... faut pas que ça traîne. Ouais, après, je me temporise, tu vois, des fois. Mais si j'ai le choix... Spontanément, il faut trancher. Ok. Tu dis ce que tu penses ou ce qu'il faut dire? Je sais faire les deux. C'est faire les deux? Ouais, je sais faire les deux. C'est situationnel aussi? Ouais, c'est situationnel. Ouais. Okay. Je dis beaucoup ce que je pense, mais dans un contexte qui va être avec mon équipe, qui va être des gens qui te connaissent, plutôt proche, on va dire. Et puis après, y a toute la partie un peu communication qui peut être présente, sur laquelle il y a quand même des messages forts qu'il faut qu'on délivre. Et ça s'apprend, ça se travaille. Bien sûr. Un peu de diplomatie. Mais ça ne veut pas dire que je ne le pense pas, par contre. Bien sûr. Voilà, Ok. Et tu représentes la direction ou tu représentes les gens? Je représente les deux. Les deux? Bah oui. C'est ce que tu disais, hein. Tu agis avec les gens pour le business au final. Ouais, c'est ça. Tu es obligé de composer avec les deux. Exactement. Notre rôle aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner le business de l'entreprise, d'accompagner les projets pour en faire une réussite. Et après, à côté de ça, il y a tout un environnement qui gravite où on doit vraiment faire le bon et le juste pour les personnes qui sont là et qui nous accompagnent dans ces enjeux. Donc, pour moi, les deux, ils sont indissociables. Et en fait, on oppose souvent la direction et les collaborateurs. Mais c'est un peu historique. Mais quelque part, en fait, on a tous un enjeu collectif qui est de faire réussir nos projets, de développer le business, de conserver cette souveraineté française qu'on a acquérie. Tout ça, en fait, peu importe le niveau de poste, on est contributeur de cet enjeu. C'est clair. C'est ce que tu disais. Tu étais HRBP, donc tu représentes les gens, mais au nom du business, encore une fois. Donc tu es la bannière du capital humain auprès de la... On est la frontière, en fait, tu vois. C'est ça. Alors moi, je dis beaucoup bannière parce que je suis très dans... Parce que je pense que c'est un poste qui est de représentation, mais de promotion aussi. Oui, tout à fait. Donc tu représentes effectivement des valeurs, des projets, des gens, donc c'est important. Ok. Écoute, toute dernière question, Louise. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Enfin, je sais, mais qu'est-ce que je peux te souhaiter? Une bonne fin de grossesse, ça déjà. Félicitations. C'est un point le plus important aujourd'hui. Bébé chef de projet ou bébé opérateur? Peu importe, il choisira. Tu seras fière? Ce sera une fille. Non, ce je sera une plaisante, fille. Encore plus, encore mieux. Petit clin d'œil à mon conjoint qui pense que c'est un garçon. Et moi, je suis sûre que c'est une fille.
on donnera la suite en commentaire. Ça marche. Mais, ça marche. Bon, en voilà, tout cas, ça, c'est je te important. souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle aventure parentale. Et puis, vraiment, encore merci d'avoir été la première invitée. Ça nous tenait vraiment à cœur. Et je sais que, encore une fois, tu es super occupée, mais je t'ai toujours apprécié parce que tu as toujours pris le temps de répondre présente. Donc, voilà, bon vent pour la suite, bonne chance. Et puis, on se dit à très vite. Eh ben, merci, c'était un plaisir. Merci, Louise. À bientôt. À bientôt.